Et coucou YouTube, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Ça fait 3 semaines depuis le dernier, si j'ai bien calculé. Et en 3 semaines, eh bien, écoutez, j'ai repris un bon rythme de lecture. Je suis très contente puisque je vais vous parler de 13 livres. Voilà, donc c'est bien. Ça fait environ 4 livres par semaine. J'ai eu un bon rythme. Alors il y en a certains qui sont assez courts, hein, c'est aussi pour ça. Mais voilà, bisous Michel, bonne soirée. Et oui, comme d'habitude, je suis en live avec les copines. Alors en fait, je suis là depuis 1 heure parce que je montrais un book haul. J'ai choisi de ne pas l'enregistrer, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Alors j'aurais pu faire 2 vidéos, mais bon. Si vous voulez voir le book haul, vous pouvez faire un tour sur Twitch et regarder le replay. Donc, on va commencer. Donc comme d'habitude, je commence toujours par les livres que j'ai le moins aimés pour terminer avec ceux que j'ai préféré. Il n'y a que, alors j'allais dire que des romans, non, il n'y a pas que des romans puisqu'il y a aussi des essais, mais il n'y a pas de graphique. Allez, c'est parti, on va attaquer avec le livre que j'ai le moins aimé, et c'est un livre de la rentrée littéraire. Alors sachez que, j'ai oublié de préciser aussi, sachez que c'est assez éclectique au niveau de ce que j'ai aimé, pas aimé. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises lectures, et il y a des très bonnes lectures. Voilà, c'est vrai que souvent j'ai eu un ensemble de bonnes lectures où ça n'a pas été terrible. Là, il y a de tout. Et j'ai lu 4 livres de la rentrée littéraire parmi ces 13. Et dans les 4, il y en a 2 que j'ai pas aimé et 2 que j'ai adoré. Voilà, ça c'est dit. Comme ça, ouais, c'est équilibré. Donc, on va commencer avec L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Et oui, je suis la première déçue de ne pas l'avoir aimé, mais franchement, je n'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai pas détesté non plus. C'était pas une catastrophe de lecture. C'était pas problématique. C'est pas un livre où je vais dire ah non, ne lisez surtout pas ce livre. Non, pas du tout. Je pense que plein de gens qui peuvent aimer ce livre, il y a pas de souci. Mais vraiment, moi, j'ai pas du tout aimé le style. J'ai j'ai trouvé vraiment. Alors, je vais vous dire de quoi ça parle. Ce sera plus simple. Donc, dans cette histoire, on le sait dès le début, il y a eu un féminicide. Alors, elle ne prononce pas le terme de féminicide, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ça fait partie aussi un peu des raisons pour lesquelles j'ai moyen aimé, mais bon. Il y a eu un féminicide, un homme a tué sa femme. Et en fait, dans ce livre, c'est un peu la même construction que Chanson douce de Leila Slimani, vous voyez, c'est-à-dire que, donc, on le sait depuis le début qu'il y a eu ce meurtre. Et le truc, c'est comment on en est arrivé là. Le livre a raconté comment on en est arrivé là. Et l'autrice va se placer du point de vue du tueur. Alors, pourquoi pas, j'ai rien contre ça. Mais, alors, je vous dis, c'est pas problématique, attention, hein, c'est une façon de faire, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais bon, moi ça m'a pas trop plu. Tout d'abord, le style. Comment dire, c'est assez pompeux. Franchement, je trouve ça assez pompeux. Alors, pas dans l'écriture en elle-même, hein, j'ai pas trop de problème avec l'écriture, mais plutôt, je sais pas, dans la façon de présenter les personnages, dans la façon qu'ont les personnages de s'exprimer, etc. C'est très prout-prou, c'est très bobo, hein, c'est très bobo, parigo, tout ça, voilà, on est avec des artistes, clairement, donc l'homme est correcteur dans une maison d'édition, la femme est photographe, voilà, plutôt des photos d'art d'ailleurs. Et alors, purée, mais qu'est-ce que ça parle du milieu artistique tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça parle. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu t'en plains? C'est bien, oui, oui, c'est bien, effectivement, il y a énormément de références musicales, cinématographiques, littéraires, évidemment. On passe en revue toutes sortes de milieux artistiques en tout genre. Le problème, c'est que je trouve que ça pète un peu plus haut que son cul, quoi. C'est vraiment genre la musique classique, les trucs, enfin, le haut du panier, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout populaire, quoi. C'est pas du tout, des œuvres artistiques populaires, hein. Vraiment, c'est très, voilà, c'est très prout-prout. Moi, ça m'a un peu saoulé. Mais bon, passons. Mais en dehors de ça, ce qui m'a un peu saoulé aussi, c'est que, bon, on comprend
j'ai compris le message que voulait faire passer Claire Berest et je l'ai trouvé intéressant. Il y a quand même du positif là-dedans. J'ai trouvé intéressant, c'est que en gros, alors je ne vais pas vous spoiler, mais mais en gros, bon, il y a vraiment un truc de dire que il suffit de pas grand-chose pour qu'un homme tue. En gros, genre voilà, il est vénère après sa copine, il va la tuer. Plus ou moins ça, quoi. Vraiment. En gros, c'est de dire, ben, ça tient à rien et il aura beau se justifier et trouver toutes les excuses possibles. Au final, il l'a tuée alors qu'elle le méritait pas, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est bien, c'est assez bien expliqué là-dedans. Voilà, le message est intéressant. Mais je trouve qu'il n'y a aucune portée sociale, sociétale dans son livre, en fait. C'est juste comme si elle avait pris un exemple parmi d'autres. Oui, non mais bien sûr. Non mais de toute façon, moi je pars du principe que dans tous les cas, elle le mérite pas, en fait. C'est pas, elle le mérite pas. Peu importe ce qu'elle a fait, elle mérite pas d'être tuée, tu vois. C'est pour ça que je dis elle le mérite pas. Elle le mérite pas, quoi qu'il arrive, hein. Donc non. Voilà. Euh, Ouais, il n'y a pas de portée, il n'y a pas de... C'est comme si c'était, voilà, une histoire parmi tant d'autres. Voilà. Bon, là, il s'est passé ça. Bon, il a tué, et puis voilà, c'était parce que ça. euh, et c'est tout. Il y a pas ce truc de dire... bah, ouais, comment dire? Il n'y a pas ce truc de dire que bah, c'est le patriarcat, ou c'est... je sais pas, vraiment, il m'a manqué une portée, un enjeu, un quelque chose, quoi. Je sais pas. Là, j'ai juste eu l'impression de lire une histoire, et puis en plus, chiante. Honnêtement, franchement, on va pas se mentir, hein. C'est pas pump it up, hein. Franchement, on est du point de vue de mec, et pendant tout le long du livre, ben, il raconte un peu sa vie avec sa femme, voilà, donc tout plein de trucs sur l'art, etc. Un peu leur dispute, machin. Et voilà quoi. Coucou Viviane, oui, je viens d'attaquer là. Je viens d'attaquer parce qu'avant j'ai fait un book haul. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai ça pour dire que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est pas inintéressant. Je vous dirai pas, ne lisez pas ce livre. Vous pouvez le lire. Ah oui, c'est vrai? Tu penses comme moi? Mais voilà, il n'y a pas de. Y a pas de message. Enfin, on peut. Moi, j'y ai trouvé un message, mais faut le chercher quand même, quoi. Et puis c'est juste un cas parmi tant d'autres. Voilà. C'est dommage. Je trouve que ça m'apporte rien. Il m'a rien apporté, ce roman. Je trouve qu'il apporte rien d'une façon générale. Donc, voilà. En plus, sur 200 pages, bon. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais je vais lire de cette autrice. Je vais quand même lire. En plus, je l'ai trouvé en audio, donc c'est bien. Rien n'est noir. Voilà, sur Frida Kahlo, parce que là, ça m'intéresse. Je pense que ça sera un peu plus intéressant que celui-ci, honnêtement. Ensuite, alors, pareil, deuxième roman de la rentrée littéraire que j'ai pas trop aimé. J'ai fait la chronique sur Instagram d'ailleurs, c'est Adieu Tanger de Salma El Moumni. Je fais la chronique parce que c'était un SP, pour le coup. C'était un SP de Net Gallet. Et je l'avais demandé parce que bah, il me tentait bien quand même, hein, puisque donc on suit, c'est Alia. Alia qui est une jeune marocaine qui en fait commence, donc elle est dans la puberté, hein, voilà, et elle commence à attirer le regard des hommes, mais elle comprend pas en fait pourquoi les hommes la regardent. Et donc pour essayer de comprendre, en fait, elle va se prendre en photo comme ça sous toutes les coutures. Et elle va garder ses photos, mais le problème c'est qu'un jour elle va sortir avec un garçon qui s'appelle Quentin, qui est un Français. Je rappelle qu'on est au Maroc. Et Quentin, malheureusement, va tomber sur les photos et il va décider de les partager sur Internet. Alors, il se passe d'autres choses hein, aussi, mais voilà. Et donc, Alia, du coup, va choisir pour échapper à l'humiliation et à tous les risques que ça peut engendrer aussi, hein, va s'exiler en France. Elle va partir en France, à Lyon, pour commencer une nouvelle vie. Et bon,
le souci, c'est que ben, la France, c'est pas plus safe que le Japon. Oula, pourquoi pardon, le Maroc. Rien à voir. La meuf est tellement obsédée par le Japon, tous les pays, c'est le Japon. N'importe quoi. Que le Maroc, voilà, la France, elle va se rendre vite compte que la France n'est pas plus safe que le Maroc au final. Et donc, voilà, il va y avoir des événements qui vont arriver. C'est pas grave, Viviane, ça arrive. Et voilà. Donc ça avait l'air bien sur le papier, sauf qu'en fait, c'était assez lourd. C'était assez lourd dans la façon d'écrire, c'était assez froid, très formel, voilà. Donc en fait, déjà, le récit racontait à la deuxième personne du singulier, donc c'est tu, comme si l'autrice parlait à son personnage, en fait. Et c'était déjà particulier, voilà. Alors, c'est pas le premier livre que je lis comme ça, mais celui-là, j'ai trouvé ça un peu lourd, comme si l'autrice se détachait un peu de son personnage, mais je sais pas, ça donne un effet très, justement très froid. En plus, bon, les événements s'enchaînent très rapidement comme ça, sans que des fois on puisse faire la transition entre tous. Ça va très vite, voilà, il y a ça, il y a les photos, il y a machin. Elle sort avec un autre garçon aussi à un moment, mais on comprend pas trop son rôle dans l'histoire. Après, elle va en France. Elle voit Quentin, mais c'est pas Quentin, on sait pas trop. Après, enfin voilà, des événements comme ça qui s'enchaînent sans réelle explication. Pareil que pour l'épaisseur d'un cheveu, je trouve que ça manque un peu aussi de portée sociale, etc. Ok, oui, il y a un message, voilà, évidemment, contre le sexisme, hein, clairement, que voilà, et qu'en France aussi, les hommes sont sexistes, hein, c'est pas qu'au Maroc. Euh, Bon, voilà, il y a ce truc-là, ok, mais en dehors de ça, franchement, ça manquait d'émotion, ça manquait tellement d'émotion, j'arrivais pas à être en empathie avec Alia, mais pas du tout. Pas du tout. Elle-même était très... Bah, la preuve, le fait de se prendre en photo et tout ça, ça donne un aspect très détaché d'elle-même, en fait. C'est comme si, voilà, elle n'était pas dans son propre corps. Je sais pas, il y avait vraiment une impression comme ça. Tout, tout amenait à dire que on était complètement détaché de ce personnage. Comme si c'était juste un sujet d'observation, en fait. Voilà. Sauf que ben moi je lis pas un essai là. Moi je lis quand je lis un roman comme ça, j'ai besoin d'être en empathie en fait, voilà. Oui, c'est vrai, Viviane, c'était un peu pareil pour l'autre, d'être toujours dans la tête de l'homme, c'était un peu pénible aussi, ouais. Vraiment, voilà, manque d'empathie. Voilà. C'est vrai que c'est le point commun entre les deux livres, là, L'épaisseur d'un cheveu et Adieu Tanger, c'est ça, quoi. On est détaché du personnage, en fait, de la victime, entre guillemets, hein, c'est clairement ça à chaque fois, et on n'est pas dans l'émotion, dans l'empathie, etc. Alors oui, je veux bien qu'il y ait, qu'on puisse nous-mêmes interpréter les choses et tout ça, d'accord, mais enfin bon, voilà, voilà. Ensuite, alors, Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, on change complètement de style, alors là c'est plus la rentrée littéraire, hein. Celui-là, j'étais partie dedans parce que je l'avais en audio. Je savais pas plus quoi écouter en audio. Et je m'étais dit, tiens, je vais me faire un petit thriller domestique comme ça, détente. Et je vais lire à Lisa Jewell parce que... Alors, Lisa Jewell, ça bat sous sa casse. Hein, parce que clairement, il y en a un que j'avais vraiment adoré. C'était Ils sont chez nous. Sur la secte, là, c'était vachement bien. Après, les autres que j'ai lus, il y en a un que j'avais bien aimé. C'était quoi? Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus du titre. C'est pour dire, je l'avais bien aimé. Après, ça fait 2 que je lis que... Voilà, quoi. Ouais, non, moi, j'ai pas trop... Alors, j'ai pas détesté non plus. C'était pas chiant à lire, hein, non plus. Mais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça transcendant. Donc, en fait, l'histoire, c'est une jeune femme de 19 ans qui a un fils et qui va disparaître avec son compagnon du jour au lendemain. Les deux vont disparaître, le couple va disparaître en laissant leur fils chez la maman donc de la jeune femme. Et la maman, bah, évidemment, va vouloir savoir ce qui s'est passé et donc il va y avoir une enquête, etc. Et en parallèle, on va suivre, donc il va y avoir une double temporalité, on va suivre donc la jeune
la jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé, en gros, voilà, au moment, donc avant les quelques semaines, mois, etc., avant sa disparition, jusqu'à sa disparition. Voilà. Et on suit également une journaliste. Non, c'est pas du tout une journaliste, n'importe quoi. C'est une écrivaine, pardon. Une écrivaine, mais qui mène un petit peu sa propre enquête de son côté sur la disparition de la jeune femme et qui va être impliquée, en fait, d'une certaine façon dans cette histoire. Voilà. Et je sais pas. J'ai pas trouvé ça hyper original. J'ai pas trouvé ça transcendant. C'était pas nul, mais c'était pas en plus bon. C'est le genre de thriller domestique où il y a quand même pas mal d'invraisemblances, où ça part un peu loin, j'ai trouvé, voilà, c'est toujours... J'ai du mal avec ce genre de choses. J'ai du mal quand ça part trop dans des trucs invraisemblables. Et en plus, ça m'énerve parce que je trouvais ça cool parce que, sans trop spoiler, il y a une romance entre femmes dedans. Et en plus, je la trouve vraiment intéressante, cette romance, sauf que ça va partir en live et j'étais là, cringe. Je sais pas comment prendre le message final en fait. Voilà, bref. Du coup, voilà. Ouais, c'est clair que pour le coup, il s'oublie vite. Et je sais pas, cette autrice, c'est un peu en dents de scie au final. Donc, il y en a qu'un que j'ai vraiment aimé d'elle. Alors, je sais pas, peut-être que je la retenterai, mais bon, clairement, celui-là, c'est peut-être même celui que j'ai le moins aimé au final, je crois, de ceux que j'ai lus. Mais bon, bah, c'est pas grave. Hein. Mais après, voilà, c'était pas non plus nul, hein, c'était pas nul, c'était intéressant. Il y avait plein de passages très intéressants et tout ça, mais j'ai pas aimé la fin. Je crois que c'est surtout ça aussi qui m'a déçue, c'est la fin que j'ai pas aimé. Bon, voilà. Mais il y a des choses intéressantes dedans quand même. Notamment une relation toxique aussi. J'ai beaucoup aimé, s'il y a un truc que j'ai vraiment aimé dans ce roman, quand même, il faut le dire quand il y a un truc positif, c'est le traitement de la relation toxique qu'il y a dedans. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, comment c'était présenté. Voilà, pour donner un petit point positif quand même. Ensuite, alors... Pourquoi je continue cette saga? Pourquoi? Donc, Meurtre et biscuits au sucre de Johann Fluck, qui est le tome 6, je crois, de la saga. Sachant qu'en fait, il y a deux histoires en une seule. Là. Il y a Meurtre et biscuits au sucre et il y a Meurtre et Cobbler aux pêches, je crois. Voilà, donc il y a deux histoires dedans. Ouais, peut-être parce qu'elle est drôle, parce que... Je sais pas, je suis un peu attachée au personnage quand même. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'aime bien dedans. Voilà. Mais après, putain, plus ça va et plus je trouve que c'est ultra puritain. Mon Dieu que c'est puritain. Mon Dieu que c'est... C'est dur envers les femmes. Ah, c'est vraiment... putain, il faut pas être grosse, il faut pas coucher avec des hommes. C'est même pas coucher hors mariage ou quoi, ou un adultère. Non, c'est juste pas coucher avec des hommes. Sinon, t'es une salope, clairement. Oui, parce que alors l'héroïne, c'est très drôle, parce que l'héroïne sort avec deux hommes à la fois, quand même, on va pas se mentir, l'héroïne sort avec deux hommes à la fois, mais ça passe. Bizarrement, ça passe. Elle peut sortir avec deux hommes à la fois, personne ne dit rien, mais par contre, elle couche pas avec. Bon, elle a 30 balais, mais on ne couche pas. Visiblement, on ne couche pas avant le mariage. Je crois qu'il faut vraiment attendre le mariage. Déjà, rien que ça, c'est assez drôle. Et puis voilà. Et puis là ça slut shame. Dans la deuxième histoire, là, ça slut shame à mort. Oh mon Dieu. Ah là là. Il y a un truc qui m'avait trop choquée. À un moment, parce qu'en fait, il y a une femme dans l'histoire qui est montrée comme super vénale, elle séduit les hommes pour leur argent, vous voyez le gros cliché, quoi, voilà. Et il y a un truc qui m'avait trop fait rire et choqué à la fois, c'est qu'à un moment, on est dit, alors je sais plus si c'était elle, je pense que c'était une autre femme, mais on nous parle d'une femme qui se retrouve veuve, donc son mari est mort, et il se trouve que attention, ne soyez pas trop choqués, mais elle a 20 ans et son mari en avait 80. Et tout ce que les personnages trouvent à dire dans le roman, c'est
Oh là là, comme il était riche, c'est une croqueuse de diamants et du coup, elle hérite de sa fortune. Ok, à la limite. Mais sinon, le mec de 80 ans qui est avec une gamine de 20 ans, par contre, ça ne vous choque pas? Le seul truc qui choque, c'est elle est avec lui pour son argent. Ah, j'étais en mode... Quoi? Coucou Steph. Oh my god. Ah. Mais putain. Mais sérieux quoi. Il y a aucun moment ils se disent ça les personnages et le gros dégueulasse quoi, le vieux dégueulasse quoi, je sais pas. Putain. Bref, bon il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, ce qu'on disait la dernière fois aussi, c'est que l'héroïne qui toujours découvre les cadavres, il n'y a aucun moment, personne va se dire, bah elle est peut-être suspecte. Je sais pas. Parce qu'il y a des fois, c'est genre, elle va chez les gens, en mode, hé, je rentre parce que bon, je sais pas, je vois la lumière allumée, je rentre. Déjà, tu rentres chez la personne comme ça, et oh, il y a un cadavre. Et donc, quand les flics arrivent, ils se disent pas, bon, elle était un peu sur le lieu du crime, alors qu'elle avait pas de raison d'y être, ben elle est pas suspecte. Non, bah non, on la connaît, c'est Anna, ça va. Du coup, à chaque fois, je rigole trop, je suis là, mais putain. Même si tu connais la personne, je sais pas, tu l'interroges un minimum, enfin, je sais pas, tu la mets quand même, tu essaies de l'interroger pour l'enlever des suspects, quoi. Non, même pas, non, elle est forcément innocente, c'est sûr. Et c'est ça, tout le monde s'en fout, ouais. Toujours elle tombe sur des cadavres. Et alors le truc qui m'a fait le plus rire, c'était dans le premier des deux, parce qu'il y a deux histoires, c'était dans la première des deux histoires. J'ai rigolé, mais alors d'une force. Alors en fait, dans la première histoire, c'est une femme qui est tuée, et en fait cette femme, c'était la nouvelle femme d'un homme du coin, donc que tout le monde connaissait, et qui était divorcé. Et donc, sa femme, son ex-femme plutôt, son ex-femme était là aussi. Et donc, en fait, il se retrouve dans une soirée, je sais pas, c'est une soirée organisée par la ville, bref, où il y a du coup toute la ville qui est là. Bon, c'est un petit village, hein, clairement, tout le monde se connaît. Et donc, du coup, on sait que lui, il va se ramener avec sa nouvelle femme, et que donc ça va faire des étincelles, etc. Machin. Et la nouvelle femme, alors, slut shame, attention, slut shaming à mort, puisque donc la nouvelle femme, oh là là, elle a un manteau de fourrure, elle a enfin, des trucs un peu... Et donc on se dit, oh là là, il lui paye tout, oh, quelle croqueuse de diamants, encore une fois, hein, bien sûr, il n'y a que ça, hein, non. Voilà. Et donc c'est la méchante, hein, forcément, puisque bon, bah évidemment, elle arrive, c'est la nouvelle femme, c'est une étrangère, voilà, personne ne l'aime. Et du coup, donc elle va être tuée. Et au moins, vous allez voir, c'est le truc, c'est improbable. Donc évidemment, c'est Anna qui va découvrir son cadavre, hein, comme d'habitude, donc l'héroïne. Et Anna, bah, la première chose qu'elle va faire, bon, c'est logique, c'est d'aller interroger le mari et la femme, et l'ex-femme. C'est logique parce que, évidemment, c'est les premiers suspects, quoi. Hein. La nouvelle femme a été tuée. Et là, qu'est-ce qu'ils lui sortent, les deux? Ah non, mais c'est pas nous, parce qu'en fait, on était ensemble en train de parler, et en fait, on voulait, parce que peut-être qu'on veut se remettre ensemble. Et là, qu'est-ce que dit Anna? Ah, mais d'accord, ah bon, mais si vous étiez ensemble, à ce moment-là, bon, bah, vous êtes l'alibi l'un de l'autre, donc c'est bon, forcément, vous êtes innocent. J'ai cru tomber du lit, oui, parce que j'écoutais quand j'étais dans le lit, j'écoutais en audio, j'ai cru tomber là, j'étais là, mais attendez, quoi? Attends, pardon, excuse-moi. Donc là, c'est genre les premiers suspects, on est d'accord, hein, c'est la nouvelle femme. En plus, ils confirment qu'ils veulent se remettre ensemble, donc ils avaient toutes les raisons de la tuer, mais comme ils étaient ensemble, comme ils témoignent l'un pour l'autre qu'ils étaient ensemble, ah bah c'est bon. Donc moi, de bas, je prends un amant, je tue Kim, et puis je dis pardon, ça n'arrivera pas, hein, évidemment. Mais et donc je dis à la police, non mais en fait c'est pas moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais avec mon amant. Et il va confirmer qu'on était ensemble, c'est bon. Vous inquiétez pas, c'est pas nous.
Ah ok, pas de problème, c'est bon, vous êtes innocentés. Et ils sont... le pire c'est que c'est ça, c'est qu'ils sont vraiment innocentés. Non mais c'est sûr que c'est pas eux, ils sont écartés de la liste des suspects, c'est sûr. Moi franchement j'étais en mode, mais c'est pas possible, arrêtez tout. Oh là là. Ah non mais vraiment, mais là, mais je meurs. Là franchement, mais c'est pas parce que c'est vos potes qu'il faut les croire sur parole à un moment, quoi, je sais pas. Réfléchissez 2 secondes, bordel de cul, ils avaient toutes les raisons. Ils étaient pas là, en plus, ils étaient ensemble, ils étaient pas... Personne les a vus. Ils étaient ensemble. Au moment du meurtre, personne les a vus. Mais ils sont pas suspects. Bon, bref. Ouais, je vais pas rester 15 ans dessus, mais je vous avoue que là, c'était très drôle. Bref, ouais, merci Nelly. Ah purée, bon, ouais, c'est clair que tout le monde va être mort à Lake Eden. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Tout le monde meurt dans cette ville. À un moment, il va rester que Anna et ses 2 copains, ouais, c'est clair. Ah, je vous jure. Je vous jure. Bref, passons à la suite, parce que sinon, je pourrais rester des heures à parler de ce truc. Mais j'avoue que c'est addictif, cette série, j'y peux rien, je sais pas. C'est vrai que c'est addictif, en vrai, on a envie... On aime bien les personnages, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, etc. Et puis, je sais pas, ouais, il y a un côté doudou dans cette saga, en fait, c'est rigolo. Puis bon, ça permet d'en rire aussi, quoi. Il y a tellement de clichés dont tu ne peux pas ne pas rigoler. Voilà. Il y a plus de morts que d'habitants, c'est trop ça. Et ce que j'aime bien, ce qui est trop drôle, c'est qu'à chaque fois, et là encore, ils le redisent à chaque fois, qu'il y a une nouvelle personne qui vient en ville ou tout ça et qui dit ouais, je veux pas laisser ma voiture ouverte parce que je veux pas me la faire voler, ou je laisse pas cet objet traîner parce que voilà, on sait jamais, machin. Et il y a toujours quelqu'un pour lui dire ah non, mais vous inquiétez pas, il y a pas de criminalité à Lake Eden. Il y a que des gens qui meurent tous les 4 matins, qui sont assassinés tous les 4 matins, mais ça va, il n'y a pas de criminalité, vous inquiétez pas. Bon, on peut se faire tuer. Par contre, on vous volera pas vos clés, pas de souci, vous inquiétez pas, tu peux laisser traîner ton téléphone, on ne le volera pas. Bon, il y a plus de chances qu'on te bute, par contre, mais pour avoir ton téléphone, à la limite, mais voilà, il n'y a que des morts. Ça va, ça passe. Lecture recommandée. Ouais, faites ce que vous voulez, hein, mais vous êtes prévenus sur la teneur du taux de cliché du livre. Dans une Amérique très puritaine, dans un village très très puritain. Hein. Attention, c'est hyper puritain à mort, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans les années 60, alors que ça se passe de nos jours, hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou, mais bon, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Bref, passons. Au moins, ça m'aura fait rire. Allez, on passe à un truc plus sérieux. Ah, dommage qu'Harry n'est pas là, parce que c'est elle qui me l'avait offert. C'est Ce que soulève la jupe de Christine Barr. Donc c'est un essai féministe sur la symbolique de la jupe, tout simplement. Et alors la particularité, il faut le préciser, il y a des criminels honnêtes, ouais. La particularité de cet essai, c'est qu'il a été écrit en 2010. Et que donc c'est l'ère post-MeToo, non, pré-MeToo plutôt, pas post, pré-MeToo. Et le féminisme n'était pas le même qu'aujourd'hui, et ça se ressent beaucoup, beaucoup dans ce livre, en fait. Et du coup, j'ai envie de dire que même si il est extrêmement intéressant, c'est plus trop d'actualité, en fait, au niveau des thématiques, et il y a des trucs qui m'ont un peu cringe. Donc en gros, alors, elle va s'intéresser, donc Christine Barr va s'intéresser donc à la symbolique de la jupe de façon plus ou moins diverse, donc l'historique déjà, donc la mode, donc le côté historique aussi, comment est arrivée la jupe, comment elle était avant, comment elle est maintenant, etc. La jupe chez les hommes aussi, quelle symbolique ça a. Et puis d'une façon générale, comment sont perçues les filles en jupe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus mettre des jupes sans être traité de salope, etc. Enfin, vous voyez, toute cette problématique-là. Donc, c'était extrêmement intéressant.
Le problème, c'est que voilà, le féminisme de 2010 est vraiment différent du féminisme post-MeToo, puisque en fait, à cette époque-là, c'était un féminisme très universaliste. C'est-à-dire euh, très... on ne voit pas les couleurs, voilà, le féminisme doit être le même pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un côté très aussi, il faut pas répondre aux injonctions du patriarcat, peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, etc. Donc en gros, voilà, si on est une vraie féministe, il faut pas se maquiller, faut pas porter le voile, il faut pas, enfin voilà, ce genre de truc, tout ce qui est un peu injonction en fait. Et bah non, on n'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on dit, bah non, le féminisme, c'est que chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle veut faire. Si elle veut s'épiler, si elle veut se maquiller, si elle veut mettre des talons hauts, elle peut. Si elle veut être femme au foyer, elle peut. Si elle veut porter le voile, elle peut, à condition toujours que ce soit son choix à elle, en fait. Voilà, tant que c'est pas imposé par quelqu'un d'autre, il n'y a aucune raison de l'en empêcher, en fait. Aujourd'hui, c'est ça, mais à l'époque, c'était pas ça. Et là, on le sent, hein. Déjà, il y a tout un chapitre contre le voile qui m'a beaucoup gênée, évidemment, voilà. Hein. Mais qui s'inscrit dans son époque, Pareil pour la prostitution, ouh là là, ouh là là. Ben oui, à l'époque c'était vraiment la prostitution c'est le mal, voilà, c'est forcément du trafic, c'est jamais un choix, etc. Alors qu'aujourd'hui on sait que ça peut être un choix pour certaines femmes. Alors on dit pas que c'est super enviable et que c'est le boulot de rêve, mais n'empêche qu'il y a des femmes qui le font par choix et qui n'ont pas envie qu'on les interdise de faire ça, quoi. Elles veulent juste avoir plus de droits en fait. Et c'est voilà, il y a des trucs comme ça, on sent que c'est, j'allais dire c'est périmé, que c'est un discours d'un autre temps en fait. Déjà, hein, pourtant c'était il y a 13 ans, mais MeToo est passé par là en fait, et MeToo a vraiment eu un impact vraiment sur le féminisme en fait. On tient plus du tout le même discours aujourd'hui. Et, euh, et du coup voilà, je sais pas pourquoi tu dis c'est toujours le cas. Et voilà, donc ça m'a vraiment gênée, mais en même temps, je comprends, voilà, ça s'inscrit vraiment dans son époque, ça parle beaucoup de ni pute ni soumise, hein, l'association de Fadela Amara, qui, je rappelle, Fadela Amara est devenue ministre pour Nicolas Sarkozy. Voilà, tout est dit. Donc ouais, mais après, voilà, en dehors de tout ça, c'était très intéressant. Et il y a des choses, bien sûr, qui sont toujours d'actualité. On va pas se mentir, le simple fait déjà de la jupe, que ça reste difficile pour une femme de nos jours encore, hein, de sortir en jupe sans avoir des remarques. Alors quand je dis en jupe, c'est en jupe courte, hein, évidemment. C'est sûr que si tu mets une jupe longue, ça passe. Mais voilà, de sortir en jupe sans avoir des remarques, des sifflements, voilà, des trucs comme ça, ou être traité de ça même par d'autres femmes aussi, hein, pareil. Voilà, il y a toujours cet aspect-là, il y a toujours le fait de... Enfin, comment on peut... C'est un peu le sujet du livre, comment on peut revendiquer la jupe aujourd'hui, en fait. Est-ce que c'est un symbole féministe ou pas? Voilà, il y a des trucs vraiment intéressants dans ce livre. Stéphane, j'en peux plus de toi, je te jure. Tant mieux. Donc voilà, du coup, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un féminisme un peu has-been, un peu, c'est le féminisme de nos mamans, et c'est plus le même aujourd'hui, mais bon, et je préfère celui d'aujourd'hui, honnêtement, parce que je trouve qu'on a un peu quand même plus de liberté, quoi, qu'avant. Mais bon, c'est encore un autre débat. Ensuite, rien à voir, pouf, on change de style. Avec donc ce petit aspect que j'ai reçu donc des éditions K-World avec qui je suis en partenariat. Donc I'm Home. Histoire d'une globe-trotteuse dans lequel... Ouais, je sais pas si c'était différent, Viviane, c'était pas différent, c'est juste qu'avant on fermait nos gueules et que maintenant on ose l'ouvrir un petit peu, quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais on était pareil, traités comme des objets, hein. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé du tout. Bref. Non, c'est la gourde, c'est de l'eau tout court. Pour le coup, c'est de l'eau tout court. Non, je mets rien dans cette gourde d'autre chose que de l'eau parce que
quand j'ai essayé, à chaque fois, après, même j'ai beau la laver et tout ça, c'était une ancienne gourde que j'avais, la même en fait, et ça laisse un goût en fait. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit en acier ou quoi, j'en sais rien. Il y a que l'eau, ou l'eau, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ouais, à chaque fois, bon, bref, je raconte pas ma life, mais du coup, je ne mets rien d'autre que de l'eau pure. Enfin, pure, façon de parler, hein. Jamais pure l'eau, mais. Bref, donc, I'm Home. Alors, dans cette histoire, qui est un peu une romance feel good, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est un peu ça. On va suivre, donc l'autrice c'est Livia, j'ai oublié de préciser. On va suivre Inaya. Inaya qui est une jeune métisse qui adore parcourir le monde, voilà, elle aime beaucoup voyager. Et un jour, bon bah c'est bien beau de parcourir le monde, mais à un moment il faut quand même avoir de l'argent pour manger, et donc un jour elle va rentrer en France. Et le truc c'est que en France en fait elle a un appartement qu'elle loue en colocation avec une autre fille. Et en fait, elle va avoir la désagréable surprise en rentrant de voir qu'elle a été mise à la porte de chez elle par sa coloc. Parce que sa coloc en avait marre de pas la voir, alors qu'elle payait son loyer, mais bon, de pas la voir. Et en fait, elle a eu envie. En fait, il se trouve que la coloc sort, je crois, avec le propriétaire au final, et qu'ils se sont installés ensemble. Bref, je sais plus, un truc du genre, quoi. Et du coup, elle se fait foutre dehors, ni plus ni moins. Et donc, elle va s'installer dans une auberge de jeunesse et elle va chercher du travail. Et elle va, un peu en montant sur ses compétences, elle va se faire embaucher comme jeune fille au père par un père célibataire qui est d'origine coréenne, qui a une petite fille de 9 mois. Et en fait, Inaya, elle connaît absolument rien aux enfants, en particulier aux bébés. Mais elle va mentir. Bon, hein, on est d'accord que c'est très tiré par les cheveux, parce qu'en temps réel, personne n'embaucherait une jeune fille juste sur la base de sa parole, quoi, hein, pour garder un bébé. Mais bon, bref. Et en fait, le père célibataire, il a vraiment des règles complètement un peu aberrantes sur la façon d'élever sa fille. En gros, vraiment très sévère sur la nourriture, sur plein de choses, il faut toujours lui parler en coréen, jamais en français, etc. Bref, voilà, très relou, hein, très relou le père. Donc au début, ça fait des étincelles. Elle va évidemment ne suivre aucune règle. Mais le truc, c'est que la gamine va beaucoup s'attacher à Inaya, et donc quand le père, il s'appelle Junho, le père, quand Junho va décider de la renvoyer, parce que bon, elle fait que de la merde, il va se rendre compte que sa gamine, oui, non, sa gamine, elle est trop attachée à Inaya, et en plus, comment il va faire pour trouver quelqu'un d'autre aussi vite, etc. Et donc, en fait, finalement, il va la garder. Bref. Et le truc, c'est que les deux vont devoir un peu s'apprivoiser. Et Junho lui-même, donc on ne sait pas son histoire, on ne connaît pas au début évidemment son histoire avec la mère de l'enfant, donc on va l'apprendre un peu plus tard. On va apprendre qu'il ne peut plus retourner en Corée, on ne sait pas pourquoi, sauf qu'à un moment il va devoir retourner en Corée parce que son grand-père est décédé. Et donc voilà, on va découvrir un peu le passé de Junho, etc. Bref, ça a l'air... Au début, c'était très cliché. Au début, c'était très très cliché, on va pas se mentir. J'étais en mode, ouais, ok, le coréen, mystérieux, tout ça, machin. En plus, bon, il y a tout le truc, un peu... Alors, les clichés habituels sur la Corée, tout le truc très hétérocentré de il faut absolument une mère à l'enfant, sinon qui c'est qui va lui apporter de la douceur. Bien pour les couples homosexuels, bien pour les pères célibataires aussi, bien pour les mères célibataires, parce que c'est pareil, hein. Ah oui, donc il faut la douceur de la maman, il faut, je sais pas moi, l'autorité du papa, je suppose. Bien pour les meufs qui sont féministes et qui sont pas spécialement douces, ou qui sont pas féministes d'ailleurs, qui sont pas spécialement douces, enfin je sais pas, bref, il y a toujours... il y a toujours...
On va pas revenir sur ce débat. On va pas revenir sur ce débat. Bref, il y a des gourdes avec un goulot aromatisé. Ah d'accord, ok. Ah, je connaissais pas ça, Stéphane. Ah, mais c'est bien ça. Faudra que je regarde. C'est une bonne idée ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau toute simple en fait. Je sais pas, j'aime bien avoir un petit goût quand même. C'est con, hein, mais c'est vrai que ça c'est... Non, je sais Stéphane, t'inquiète. T'inquiète. Bref, voilà. Et donc voilà, beaucoup de clichés au début qui m'ont un petit peu saoulée. Mais après, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que il y a tout ce truc autour de la peur de l'abandon, du fait de ne pas trouver un chez soi, euh, de le racisme aussi. Il y a une grosse thématique sur le racisme parce que Inaya, c'est une métisse, donc à moitié noire. Et comme l'autrice d'ailleurs, c'est intéressant. J'en perds mon stylo. Et en plus, oh, c'est ça de toujours avoir des trucs en main. Donc ça c'est intéressant. La famille, évidemment, la famille coréenne, voilà, avec les traditions, etc. Voilà, l'importance aussi voilà, les personnes qui ont le bras long aussi. Ah tiens, j'avais pas vu, mais mon chat s'est barré là. Enfin, pas mon chat, mais le titre. Ouais, peu importe. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Inaya. Pour le coup, là, voilà. Là j'ai été en empathie avec elle. J'ai trouvé extrêmement intéressante, extrêmement attachante. Très, très attachante. Très humaine en fait, voilà, parce que oui, elle a ses défauts, mais en même temps, ben, ouais, elle est ce qu'elle est, elle fait ce qu'elle peut, et on sent qu'elle manque vraiment d'affection, qu'elle manque de repères, voilà, elle manque clairement de repères. C'est intéressant. J'ai un peu moins aimé le personnage de Junho, mais bon, ça va, il a quand même ses bons côtés aussi. J'ai beaucoup aimé la sœur de Junho, petite coréenne là, trop cool son personnage. Voilà, enfin bref. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que pendant une bonne partie du roman, j'étais là, ok, les femmes sont les méchantes. Ça va pas me plaire. Vraiment, en fait, l'autrice nous amenait vraiment à croire que les femmes étaient les méchantes de l'histoire. Et en fait, c'est pas le cas. Mais je vous dirai pas pourquoi, évidemment. Mais il y a des rebondissements dans ce livre que j'ai vraiment adoré. De très bonnes idées. Alors, c'est pas les femmes sont pas les méchantes, ça veut pas dire les hommes sont les méchants, ça veut dire que c'est beaucoup plus justement euh, beaucoup plus modéré que ça. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, beaucoup plus complexe. Voilà, puisque bon, elle explique un peu les traumas de chacun et chacune, hein, finalement. Et puis ouais, puis il y a vraiment des retournements de situation aussi par moment où tu t'attends à un truc et en fait, bah non, pas du tout. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien me faire des idées sur des personnages et qu'en fait, on était à côté de la plaque totalement. Bref, elle nous mène un petit peu en bateau, l'autrice, et c'est cool. Voilà, donc c'était finalement une bonne lecture, même si, bon, voilà, des clichés de la romance, évidemment. Ah ouais, goût citron, ça doit être pas mal, ouais. Ah, faudra que je regarde ça alors. C'est une bonne idée, ça. Ensuite, alors, gros tracas pour Charlie Vega de Cristal Maldonado. Ça, c'était un service presse de NetGalley, des éditions Akata dans leur collection Young Novel, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore cette collection. À chaque fois, voilà, il y a beaucoup de diversité, des histoires qu'on n'a pas l'habitude de lire. Clairement, il y en a, voilà, il y en a plusieurs que j'ai vraiment adoré. Et donc dans celui-là, on suit Charlie, qui est une adolescente d'origine portoricaine. Alors son père était portoricain, je dis était parce qu'il est décédé, son père était portoricain et sa mère est blanche. Et donc elle est à moitié portoricaine. Et surtout, elle est grosse.
Et elle a beaucoup de complexes par rapport à ça, et notamment du fait que sa mère est une ancienne grosse en fait, et qu'elle a maigri à force de régime et de sport et tout ça machin. Et elle veut absolument que sa fille fasse pareil, sauf que Charlie, elle a pas du tout envie de faire des régimes et tout ça, quoi, mais vraiment, elle aime trop manger, enfin, elle aime trop manger. C'est pas le cliché de elle est grosse parce qu'elle mange beaucoup, pas du tout, hein, je précise, ça n'a rien à voir avec ça, c'est la morphologie et tout ça, machin, elle bouffe pas plus que personne d'autre, mais juste, voilà, elle aime manger des bonnes choses. Elle n'a pas envie de faire de sport, elle se trouve bien comme elle est, enfin elle se trouve bien elle comme elle est, malheureusement c'est le regard des autres qui est compliqué sur elle. Et aussi, donc il y a sa mère déjà qui lui rappelle sans arrêt, et aussi elle a une meilleure amie qui s'appelle Amélia et qui est un peu la fille parfaite, voilà, qui est super belle, tous les garçons sont à fond sur elle, les filles aussi d'ailleurs, euh, et même sa mère, la propre mère de Charlie, dit à Amélia de l'appeler maman, etc. Enfin, c'est genre comme si elle aurait préféré avoir Amélia comme fille plutôt que Charlie. Bref, autant dire que c'est hyper dur pour Charlie au quotidien de vivre avec ça. Elle adore sa meilleure amie. Non, c'est pas un livre de la rentrée littéraire. Celui-là, il est sorti au mois de juin, je crois, mai ou juin, quelque chose comme ça. Donc plutôt au printemps. Et donc voilà, autant dire, voilà, beaucoup d'injonctions qui sont faites sur Charlie, et en plus il va y avoir le truc ultime. J'ai cru qu'on allait avoir un truc à la Carrie, hein, honnêtement, mais c'est pas trop passé comme ça. Mais le truc ultime, c'est que y a un garçon qui lui plaît, évidemment, c'est un garçon super populaire. Tout le monde lui dit que c'est un connard, mais comme il est gentil avec elle, ben voilà, elle a fond sur lui. Et un jour, en fait, il va l'inviter au bal, sauf que elle va se rendre compte en fait qu'elle a mal compris. En fait, il l'invitait pas elle. En gros, il lui disait d'amener Amélia avec elle. Voilà. Et donc le gros truc de putain. Et toi tu le sais qu'il l'invite pas en fait elle. Et toi t'es là, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà. Et après j'en dis pas plus parce qu'évidemment il va se passer plein d'autres choses. Mais voilà, il y a des trucs assez durs par rapport à cette pauvre Charlie. Et c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé, voilà, bah, le côté, on n'est pas... Oui, c'est un young adulte. Par contre, j'ai oublié de préciser, c'est un young adulte, hein. C'est la collection Young Novel de chez Akata, c'est que des young adultes. Là, on est vraiment avec des adolescents en plus. Mais voilà, on n'est pas dans le cliché. Vous savez, le cliché de la fille grosse qui se fait jeter par tout le monde et qui tout d'un coup devient mince et belle. Et là, il y a tous les mecs qui sont à ses pieds. Non, pas du tout. Là, le but, c'est de montrer que Charlie a beaucoup d'autres choses à mettre en avant que son corps, en fait. Voilà. Et, et qu'elle comprenne, en fait, qu'elle peut être fière d'elle pour plein d'autres choses. Et même pour son corps, d'ailleurs, puisque même on le dit, hein, voilà, elle découvre qu'il y a des habits, des vêtements qui lui vont super bien, et qu'elle peut être sexy, même en étant grosse. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est super intéressant. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce côté-là. On comprend que voilà, on n'est pas dans un truc où on va dire attention, être gros c'est mauvais pour la santé, pas du tout. Alors même si évidemment que quand tu es en obésité morbide, mais là c'est pas le cas. C'est pas le cas, puis c'est des cas à part, et puis voilà, ça n'a rien à voir. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Après, le seul bémol, c'est que à un moment il y a une romance. Et j'ai trouvé cette partie un peu chiante, honnêtement. C'était très mièvre, c'était trop long. Alors, on comprend, après, il y a un enjeu derrière, il y a des choses, c'était intéressant, hein, évidemment, comment c'est amené, comment ça va se poursuivre derrière, les conséquences, etc. Mais il y a toute une partie qui est très longuette et qui est un peu cucu et qui m'a un peu saoulée. J'étais là, oui, bon, d'accord, c'est bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Mais voilà, mais sinon, dans l'ensemble, c'était cool. Il y a il y a plein de jolis messages et on s'attache très très facilement à Charlie.
Voilà pour celui et même à Amélia, en fait, Amélia qui n'est pas, tant que ça la jeune fille parfaite et tout, on voit qu'elle a aussi ses failles et ses fêlures et cetera donc ouais, c'est intéressant. C'est très, très bien. Là, on sort un peu des clichés, en fait, pour le coup. Ensuite, alors, le fameux La fille de la déesse de la lune que j'ai fini récemment avec vous en Read With Me de Sulintan, qui est de la fantaisie asiatique que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc on est avec Xingyin, je crois que c'est Xingyin. Xingyin qui est donc, comme le titre l'indique, la fille de la déesse de la lune. En fait, elle vit sur la lune avec sa mère. Sa mère est devenue immortelle sans en avoir le droit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, voilà, elle a bu un élixir d'immortalité qui ne lui était pas destiné et elle va se retrouver immortelle. Et le truc, c'est que on va la punir pour avoir osé... usurper, voilà, pour avoir osé usurper la place de quelqu'un d'autre et devenir immortelle alors que c'était pas son droit, et donc on va la séquestrer en gros sur la lune, et en fait voilà, ça va devenir la déesse de la lune puisque c'est elle qui devra faire se lever la lune, etc. Bref, mais le truc que personne ne savait, c'est que cette femme était enceinte à ce moment-là, et donc elle va mettre au monde sa fille sur la lune, et donc cette fille c'est Xingyin. Et Xingyin elle sait qu'elle risque d'être découverte et que ça aura de lourdes conséquences sur sa mère, et donc elle va décider de partir. Bon, je rentre pas dans les détails du pourquoi, du comment, hein. Et elle va décider de descendre en fait sur Terre, dans le royaume des immortels, puisque du coup, en ayant été mise au monde par une mère immortelle, elle est elle-même immortelle. Et elle va se faire embaucher dans le palais de l'empereur du royaume des immortels. Et elle va se lier d'amitié avec le fils. Et le truc, c'est que, ben voilà, en gros, elle va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et en fait, elle va commencer à trouver une solution, chercher une solution pour pouvoir délivrer sa mère. Et pour ça, elle se dit, la seule façon d'y arriver, c'est d'obtenir une récompense, le lion de je sais plus quoi, je sais plus, bref, c'est une récompense qu'on donne aux meilleurs soldats. Et donc elle va s'entraîner pour devenir soldate et pouvoir remporter cette récompense qui lui donnera la possibilité d'exaucer un vœu en fait. Et donc ce vœu, vous le connaissez. Et voilà comment on va suivre Xingyin dans ses aventures, avec pas mal aussi de rebondissements, pas mal de petits twists hein, dans cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Après, bon voilà, il y a quelques longueurs. Honnêtement, si je devais donner un défaut au roman, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait des fois, j'étais là, ouais, bon, ça blablate un peu trop pour pas grand-chose. Il fait plus de 600 pages quand même, hein. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ouais. Salut Oriana, merci d'être venue, des bisous, bonne nuit. Voilà, donc ouais. C'était bien, mais c'était bien, c'était super bien en fait, juste voilà, des petites longueurs, mais ça a été un super roman, ça a été vraiment assez épique, des bons rebondissements, des bons personnages aussi, extrêmement intéressants les personnages, voilà, donc ouais, très très sympa ce roman fantasy asiatique. Alors ensuite, un petit... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, thriller domestique peut-être. L'été où Elodie de Kate Riordan. Dans cette histoire... Alors, est-ce que je vais me rappeler des prénoms? Parce que c'est pas Elodie. Ça y est, j'ai oublié le prénom de la mère. Parce que comme c'est à la première personne... J'ai oublié le prénom de la mère. J'ai un doute. Sauf, Sylvie. Voilà, c'est Sylvie, ça y est, c'est m'est revenu. Dans cette histoire, on suit Sylvie qui est française mais qui habite en Angleterre, habite à Londres, avec sa fille Emma, qui est une adolescente. Et en fait, un jour, elle va apprendre que la maison de ses parents, dont elle avait hérité dans le sud de la France, a subi un incendie en fait. Alors, elle n'a pas complètement brûlé, il y a juste eu un petit incident quoi.
Et du coup, il faut absolument qu'elle vienne observer les dégâts, etc. Surtout qu'elle a l'intention de vendre cette maison et donc elle va devoir revenir dans le sud de la France pour faire réparer cette maison et pouvoir la vendre. Et donc elle part, et comme elle peut pas faire garder Emma par le père de qui elle est séparée, le père qui habite à Paris d'ailleurs, alors c'est l'inverse, il est anglais, ils se sont rencontrés en Angleterre, mais lui il vit à Paris et elle vit... Ils ont vécu en France, ils vivaient en France, voilà, quand ils étaient jeunes mariés, dans le sud de la France, donc dans cette maison justement. Et donc Sylvie va partir dans cette maison avec sa fille Emma qui est une adolescente. Et on comprend que y avait une grande sœur qui s'appelait Élodie, qui apparemment est morte. Et on n'en sait pas plus, mais on sait que, voilà, on comprend qu'ils ont vécu dans cette maison avec Élodie, et pas avec Emma, puisque Emma est arrivée plus tard, ou du moins elle était trop petite à ce moment-là. Et quand elle revient, donc tous les habitants la reconnaissent, ils savent ce qui s'est passé, ou plus ou moins, et donc Emma va s'interroger aussi sur, parce qu'elle ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Élodie. Donc voilà, il y a tout un truc comme ça, tout un mystère autour de cette Élodie, donc qui était la première fille de Sylvie. Et ouais, c'était vraiment pas mal du tout. C'était vraiment pas mal du tout. Pour le coup, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc un peu classique. Voilà, et je sais pas, il y a... Le traitement là de ce roman, ouais, est assez original. Je vais avoir du mal à en parler en fait. Je me rends compte que j'ai un peu du mal à parler de ce roman, à dire ce que j'ai aimé ou pas aimé. C'est compliqué. C'est compliqué, je sais pas. Juste, j'ai été prise dans cette lecture. J'ai bien aimé le fait que ça se passe dans le sud de la France alors que c'est une autrice anglaise. C'était intéressant quand même de voir un peu la façon dont elle voyait finalement le sud. Alors on comprend que c'est pas loin de Marseille. On sait pas exactement où c'est, on comprend que c'est pas loin de Marseille. Voilà, donc en plus c'est le sud-est. Ouais, c'est ça, voilà, il y a une montée en tension. Je pense que c'est ça, c'est que en fait au début, voilà, tu pars du principe qu'elle est morte et tout, et que visiblement elle a découvert un secret, ok. Mais plus ça va, et plus il y a des pièces du puzzle qui apparaissent mais sans se rassembler en fait. Et toi, t'es là, en fait, tu vas de plus en plus dans le flou. Tu te dis, oula, il s'est passé des trucs, mais quoi, on comprend pas. Même au niveau des dates, à un moment, je t'ai perdu, mais c'est normal parce qu'elle fait exprès en fait. Elle fait exprès, je sais pas si ceux qui l'ont lu, celles qui l'ont lu, si vous vous rappelez du moment de la photo là. Quand elle découvre la photo, j'étais là, mais attends, mais je comprends pas, l'âge de la gamine, ça va pas, il y a des trucs... J'ai essayé de calculer par rapport à l'âge de la deuxième. Enfin voilà, il y avait des trucs comme ça, j'étais là, j'étais perturbée, je comprenais pas tout. Et après tu comprends, tu dis, mais putain, j'étais conne, évidemment, j'aurais dû le deviner, ça, c'était c'était évident, mais je sais pas, sur le moment, t'es tellement... C'est juste, t'as l'impression que, en fait, c'est toi, t'as l'impression que c'est toi qui te foire, en fait. Déjà, je me disais, attends, j'ai mal lu un truc peut-être, ou j'ai pas compris ça. Et en fait, ça te crée plein de points d'interrogation comme ça, mais du coup, ça te donne d'autant plus envie de savoir la suite. Et, euh, et ouais, voilà, il y a tellement de zones de flou comme ça, il y a tellement de mystères qui se rajoutent. Et en plus, il y a des moments un peu flippants aussi, le passage où il y a les mobylettes là. Le passage où il y a des mobylettes, il m'a un peu fait flipper. J'étais là, oh putain, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Enfin voilà, il y a des passages comme ça. Et après coup, tu te dis, mais attends, mais pourquoi il y avait ça. Et enfin voilà, c'était vraiment bien foutu. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment des petits trucs disséminés comme ça, petit à petit, ou voilà, et puis jusqu'au moment où tu vas savoir la vraie histoire. Et même quand tu sais la vraie histoire, c'est pas fini encore. C'est pas fini parce qu'il y a encore du suspense sur autre chose. Et vraiment, non, c'était vraiment bien. Voilà, si je devais mettre un petit bémol, je dirais, bon, des situations peut-être un peu invraisemblables à certains trucs, mais voilà. Et puis il y a toute l'histoire d'Élodie, de la relation entre Élodie et sa mère, qui est extrêmement intéressante aussi. Waouh! Je suis là, ah ouais, quand même, c'est spécial, quoi. C'est spécial, voilà, c'était assez choquant. Et c'est très, vous savez, ce sentiment d'injustice, là, t'étais là,
Voilà, c'est vraiment le truc. Ah putain, ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien foutu. Ah ouais, clairement. Ah, c'était assez original quand même. C'était assez original comment c'était foutu. Voilà, donc peut-être, ouais. Moi, j'aurais peut-être pas fait cette fin-là, mais bon, après, moi, je suis pas autrice, hein, mais, mais ouais, c'était vraiment pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Celui-ci, je recommande. Bon thriller domestique qui se bouffe. Qui se bouffe. Ensuite, alors pareil, alors celui-là, putain, je m'y attendais tellement pas. La villa de Rhys Kelly. Mais tellement. euh, voilà, vraiment, je partais du principe avec ce truc que ce serait juste un thriller domestique un peu détente. Voilà, j'étais en mode, ouais, c'est une histoire de télé-réalité, un thriller domestique avec dans le milieu de la télé-réalité. Ça va être un truc à la con, avec tout plein d'invraisemblances. Voilà, il va y avoir des histoires dedans, peut-être des romances, j'en sais rien. Bref, je m'attendais à un truc un peu à la con, mais détente. Je me suis dit, ah, ça va bien pour l'été et tout. Allez, pourquoi pas. Et en fait, putain, je pensais pas que ce serait aussi psychologique et surtout un énorme pamphlet contre la télé-réalité d'enfermement. Mais tellement réaliste, en fait, en vrai, tellement réaliste. J'aurais pas pensé dire de ce roman qu'il était réaliste, hein. Honnêtement, alors que pourtant, bon, on le sait dès le départ, hein, il y a eu un mort une morte même très précisément dans la télé-réalité. Donc bon, ça c'est pas forcément un truc super, encore que. Mais la façon dont c'est amené, c'est très 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 réaliste. Vraiment, vraiment. Bref, donc pour l'histoire du truc, en fait, donc on est, alors, il y a deux temporalités. Donc au départ, on est à la fin de la télé-réalité. Il y a une jeune fille, une des candidates, on ne sait pas laquelle évidemment, qui est morte, vraisemblablement assassinée. On suit une enquête de police. Et on suit en particulier donc la productrice de l'émission, la productrice principale de l'émission, qui est interrogée par les policiers parce qu'on la soupçonne d'être en cause. En fait, on la met en cause par rapport au fait que la candidate soit morte, puisque c'est elle qui a créé cette télé-réalité et que visiblement, bon, bah, c'est un peu la faute de la télé-réalité, quoi, s'il y a eu cette mort. Donc on suit comme ça, voilà. Et en parallèle, on suit l'une des candidates dans l'intégralité, donc qui au départ était en fait une journaliste qui va être poussée en fait par son chef à rentrer dans cette villa pour écrire un article dessus. Donc c'est la villa en fait, c'est le nom de l'émission de télé-réalité qui est une nouvelle émission. Voilà, on nous annonce ça, waouh, c'est le nouveau truc qui va être génial et tout. Et en fait, le concept de cette télé-réalité, c'est que donc il y a des hommes et des femmes, hein, évidemment, dans une villa, enfermés dans une villa, et ils vont devoir former des couples, et c'est le couple le préféré en fait du public qui remportera. Alors au début c'est 50 000 livres, je dis bien au début. Bref. Et donc cette jeune fille qui s'appelle Laura, cette journaliste, va intégrer sous une fausse identité, sous l'identité de Iris, va intégrer cette vie-là et on va lui dire, en gros, bah voilà, le but c'est d'analyser un peu ce qui se passe, etc. et d'en faire un article et on va lui donner un téléphone caché dans un nounours, bref, au cas où elle ait besoin d'échanger ou d'appeler à l'aide. Et le truc, c'est que donc Laura se retrouve là-dedans et rapidement, elle se rend compte que c'est assez glauque. Voilà, il va y avoir des épreuves à faire qui sont un peu cringe. En fait, en gros, voilà, finalement, on la pousse dans les bras d'un homme dont elle n'a pas envie. Et déjà, rien que ça, c'est très problématique. Et vous allez voir que ça va partir en truc un peu assez cringe, mais réaliste, mais très réaliste. En vrai, ce sont des choses qui sont vraiment arrivées dans des émissions de télé-réalité. Vraiment. Voilà. Il y a eu plusieurs exemples. Et du coup,
toi, t'es là, ouais, effectivement, c'est vraiment arrivé. Et quand t'es dans la peau comme ça d'une personne qui est au milieu de tout ça, t'es là, mon Dieu que c'est cringe, et mon Dieu que c'est flippant en fait, c'est tellement flippant. Et tout le long comme ça va être que des trucs, donc on va exprès, les producteurs de l'émission vont faire exprès en fait de les mettre dans des situations, les situations les plus compliquées pour les candidats, pour pousser certains en avant et d'autres voilà, à l'inverse, etc. Pour pousser un peu le public à choisir des choses. Hein, c'est un peu ça, hein, vraiment. Voilà, c'est toujours pareil, c'est assez scénarisé. Bref, et c'est un truc de fou. Et moi, franchement, quand je lisais, ça me glaçait le sang. C'est ouf, hein, parce que limite, il n'y avait même pas besoin qu'il y ait un mort dans le truc pour que déjà tu te dises c'est un thriller le truc, quoi. Tellement t'es. Waouh, c'est tellement glauque et c'est tellement triste aussi. Et alors, il y a tellement de rebondissements dans ce livre, mais des rebondissements qui sont logiques en fait, qui sont voulus voilà, par la production, etc. Et même à la fin, twist, voilà. Même là, tu te dis, ah, ben putain, mais voilà, alors, tu peux le voir venir, hein, tu peux le voir venir, mais quand même, c'était vraiment bien. C'était vraiment très très bien. C'est vraiment glauque. C'est vraiment très réaliste sur le monde de la télé-réalité. Franchement, pour le coup, là, je peux pas dire, ouais, il y a des invraisemblances et tout ça. Non, parce que c'est tellement que des situations qui ont existé en vrai, quoi. Euh, et parce que même les trucs où, à un moment, je dis par exemple le fait que la journaliste, elle rentre sous une fausse identité. Moi, j'étais là, mais jamais ça marcherait en vrai parce qu'ils enquêtent sur le candidat. Et évidemment qu'ils ont enquêté sur elle. Donc voilà, alors je spoil un tout petit poil là-dessus, mais c'est pour dire que en fait rien n'est invraisemblable là-dedans, parce que tout est calculé et parce que c'est comme ça dans la vraie vie. Et voilà. Et c'est trop bien. Et c'était une très bonne surprise. Très très bonne surprise que ce thriller. Je pensais pas. Voilà. Bisous Laurence, bonne nuit. Bisous bisous. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite, allez, on est à l'avant, enfin l'antépénultième, voilà. Donc, rentrée littéraire, là on va avoir 2 livres à la suite de rentrée littéraire que j'ai adoré. Donc tout d'abord, Psychopompe de Amélie Nothomb. Alors, voilà, vous connaissez mon amour pour cette autrice, vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait. Il y a des livres que j'ai moins aimés que d'autres, mais à chaque fois, rien que de la lire, ça me met dans un état de... je sais pas, de bien-être, comme si je retrouvais une sœur, une maman, je sais pas, je sais pas, cette femme a un impact sur moi assez impressionnant. Bref, voilà, ça entrait très bien du coup dans l'item lire un auteur ou une autrice doudou. Voilà, pour moi, clairement, c'est doudou, hein, totalement. Et là, ouais, voilà, celui-ci ne fait pas exception. Hein, alors, pourtant, j'y allais pas à pieds joints dedans, enfin, j'y allais pas avec un enthousiasme grandissant, puisque, donc, on disait à la base qu'elle elle parle de son amour des oiseaux. Et donc, elle va utiliser voilà, cette histoire, cet amour des oiseaux pour raconter une partie de sa vie, en fait. Hein. Et du coup, je suis là, ouais, bon, moi, les oiseaux, c'est pas trop mon kiff, on va pas se mentir. Et ben, en fait, ça l'a fait de ouf. J'ai adoré voir une Amélie Nothomb qui était un peu différente que dans les autres livres. Ce livre, il sera vraiment à part. Alors, ça sera pas mon préféré d'elle, hein, honnêtement, c'est pas celui qui m'a le plus transcendé, on va dire. Mais il m'a apporté beaucoup d'émotions et vraiment, je le trouve à part parce que dans ce livre, elle est pas autant. Elle est beaucoup plus dans la confession que dans ses autres livres. Elle n'est pas autant dans la métaphore, en fait. Alors évidemment que elle a fait beaucoup de livres autobiographiques, hein. À chaque fois elle raconte un épisode différent de sa vie ou alors une relation avec quelqu'un en particulier, ou enfin voilà, toujours c'est basé sur quelque chose en particulier. Et donc elle se dévoile beaucoup, mais
pas tant que ça. Elle est toujours très en pudeur en fait, hein, Amélie Nothomb, on va pas se mentir, et c'est toujours très très métaphorique, et alors c'est très extrêmement bien écrit, hein, magnifique. Mais là, je l'ai trouvé un peu plus brute, un peu plus humaine, entre guillemets, dans le sens où elle s'est beaucoup plus dévoilée de façon très, comment dire, très classique, j'ai envie de dire, voilà, comme nous on le ferait en fait, hein, finalement, alors toujours avec sa belle écriture, mais je sais pas, je l'ai trouvé moins dans son personnage d'Amélie Nothomb, voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi un personnage, Amélie Nothomb, là je l'ai trouvé tellement sobre, voilà, c'est vraiment le mot, je pense, elle est très très sobre dans ce roman. Amélie Nothomb, c'est pas quelqu'un de sobre d'habitude, alors c'est quelqu'un de très pudique, mais c'est pas quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un d'assez excentrique, extraverti quand même, enfin extraverti, façon de parler, hein, je pense que c'est un vrai introverti en réalité, parce que la preuve c'est qu'elle est très pudique, etc. Mais je veux dire, voilà, elle a un personnage public, elle parle beaucoup, elle sait parler d'elle, etc. Voilà. Là, c'est tellement différent. On sent qu'elle avait vraiment envie, qu'elle avait vraiment des choses sur le cœur qu'elle avait envie de nous dévoiler. Et j'ai adoré ça. Notamment sa relation avec son père. J'ai trouvé ça très très beau. Il y a et tout un chapitre à la fin. C'est vraiment vers la fin où elle parle beaucoup de sa relation avec son père. Et c'était vraiment magnifique. Et c'était triste à la fois, puisque donc, son père est décédé. Hein. C'était triste et beau. Et on sent que voilà, elle a dit des choses qu'elle ne dit pas d'habitude. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, le passage de son viol, j'ai envie de revenir là-dessus parce que tout le monde en a fait des choux gras, quoi. Ça y est, oh là là, Amélie Nothomb, elle parle de son viol, on croirait. Et puis alors, il y a tous les gens qu'on dit, sans avoir lu le livre, ça m'a énervé, qu'on dit, ouais, ça y est, elle vient se plaindre dans les médias, gna gna gna. Ça m'a tellement saoulée. En fait, ça m'a saoulée parce que tout le monde en a fait un pataquès, mais en vrai, le viol dans le livre, il tient sur quelques lignes, en fait. Et c'est vraiment raconté de façon non seulement métaphorique, mais aussi de façon, c'est comme si, en fait, elle avait dit, bon, voilà, je dois raconter ça. Enfin, c'est même pas raconter, c'est évoquer. Voilà, il y a une différence pour moi entre évoquer et raconter, parce que raconter, c'est que tu rentres dans les détails. Évoquer, c'est genre, tu dis que ça s'est passé. Donc, je vais évoquer ça, parce que je suis obligée, parce que ça a un impact sur la suite de ma vie. C'est normal. C'est un viol quand même, évidemment que ça a un impact. Donc je suis obligée de l'évoquer, mais j'en ai pas vraiment envie. Donc je vais faire une petite métaphore en mode, bon voilà, il s'est passé ça, on comprend que c'est un viol, mais en même temps, voilà, je l'ai dit, je veux plus en parler, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment pas du tout rien à voir avec le truc de ah là là, je vais me plaindre, je vais raconter mon viol dans tous les médias, etc. Mais pas du tout. Et donc les médias, du coup, les journalistes l'ont interrogé là-dessus, mais on dirait qu'ils ont retenu que ça du livre. Mais au secours, quoi. Il se passe tellement de choses dans ce livre, il y a tellement de trucs intéressants. Et du coup, là, ce qui était plus intéressant, c'était pas le viol en lui-même, c'était les conséquences donc, qui ont abouti, donc ça a abouti à une anorexie. Voilà, et là, quand elle raconte son anorexie, mais c'est tellement intéressant, et c'est ça, enfin, je veux dire, voilà, mais c'est tout le... J'allais dire toute la magie, c'est pas très magique, parce que c'est pas très génial ce qui lui est arrivé, évidemment, c'est horrible ce qui lui est arrivé, mais je veux dire, voilà, elle a cette façon de raconter, mais qui est tellement sublime, et... et beau et émouvant et voilà, et j'ai adoré l'autrice dans cette œuvre là vraiment. J'ai eu l'impression de me sentir proche d'elle, alors évidemment je l'ai rencontrée une fois, hein, c'est pas non plus mais voilà, je sais pas, ça m'a émue. Elle m'a beaucoup émue dans ce livre, et j'adore tellement cette femme, je suis absolument fan de cette femme, je la trouve géniale. Et je trouve que c'est une bonne personne, en fait, voilà, ça se ressent dans sa façon d'écrire, dans sa façon de raconter les choses, et ça m'énerve quand les gens disent elle se la raconte et tout, mais tellement pas, elle est tellement humble, au contraire, c'est ouf, hein. Les gens ne lisent pas, les gens qui disent ça n'ont clairement pas lu ses livres, en fait, vraiment. Bref, voilà, c'était mon plaidoyer de défense et d'encensement d'Amélie Nothomb, voilà.
Donc, alors après, je ne conseille pas de commencer par ce livre pour découvrir Amélie Nothomb. Clairement pas. Pas du tout, du tout. Il faut vraiment avoir lu, je pense, ses livres principaux. Bah non, mais clairement, Stéphane. Il faut vraiment avoir lu, je pense, voilà, ses livres principaux, ou du moins peut-être les principaux autobiographiques, Métaphysique des tubes, Stupeur et tremblement, le sabotage amoureux, je pense, voilà, c'est intéressant d'avoir lu d'abord cela pour connaître un peu mieux l'autrice et sa façon d'écrire, etc. Et pour, voilà, pour mieux comprendre un peu aussi le personnage. Et celui-là, vraiment, faut le garder. Je pense que celui-là, il est vraiment destiné aux gens qui connaissent l'œuvre d'Amélie Nothomb. Vraiment. Voilà, clairement. Mais ouais, franchement, Stéphane, vraiment, je trouve que elle est tellement à part, cette femme. Alors après, je peux comprendre, hein, vraiment, je peux comprendre que... Ouais, c'est clair, le prix, je suis d'accord. Oui, là, c'est clair que c'est abusé. Mais ça, c'est la maison d'édition, c'est pas elle, hein, après, qui décide, hein, voilà. Mais je peux comprendre que des gens adhèrent pas à son style, hein, qu'ils aiment pas son style, etc. C'est très particulier, donc ça, voilà, ça me gêne absolument pas. Qu'on me dise, ah non, j'aime pas Amélie Nothomb parce que j'aime pas son style et tout ça. Donc voilà, bon, bah, je comprends qu'on la lise pas, si on a déjà tenté et qu'on n'adhère pas, ok. Mais qu'on dise, qu'on vienne dire, ah non, ça raconte, j'aime pas du tout comment elle est, machin et tout, non mais arrêtez quoi, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est faux. Merci Dark Daisy Books, j'aime bien ton pseudo, pour ton suivi. Et bienvenue ici. Ah ouais, non mais si, il faut... Moi, franchement, je conseille de commencer... Alors, soit, si on veut commencer par son côté autobiographique, je conseille fortement Stupeur et tremblement. C'est celui par lequel j'ai commencé. Parce que je pense que du coup, on voit parfaitement son style très caustique, etc. dans Stupeur et tremblement. Et en même temps, ça raconte un pan de sa vie au Japon et son amour aussi pour le Japon. Même si dans Stupeur et tremblement, le Japon n'est pas très mis à l'honneur. Mais malgré tout, voilà. Ou sinon, de commencer, si on veut plus le côté fictionnel, par Antéchrista. Pourquoi Antéchrista? C'est vrai qu'il y a plein de gens qui conseillent Hygiène de l'assassin. Moi, je suis pas sûre que commencer par Hygiène de l'assassin, ce soit forcément une bonne idée. Parce qu'Hygiène de l'assassin, il est quand même très 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 particulier. Mais c'est son chef-d'œuvre, hein, c'est clairement son chef-d'œuvre. Moi, je conseille Antéchrista parce qu'Antéchrista, il est très très court. Alors, ils sont tous courts, mais alors Antéchrista, il est particulièrement court. Et ça donne une bonne idée, un petit peu, de sa façon de faire, en fait, de sa façon d'écrire, de sa façon de présenter les personnages, etc. C'est un roman qui, en soi, ne paye pas de mine, mais voilà, qui reflète bien un peu le style de Nothomb. Donc ouais, voilà, pour moi, ce seraient les deux à tenter. Ah, c'est vrai, Viviane? Ah, peut-être tu pourrais aimer, ouais, Antéchrista. Parce qu'Antéchrista, c'est l'histoire vraiment d'une amitié toxique, en fait. Voilà, Antéchrista, c'est l'histoire d'une amitié toxique. C'est extrêmement intéressant. Et il coûte combien de génie? Je sais pas, je pense qu'il doit pas valoir loin des 20 balles alors qu'il fait 100... peut-être 120 ou 130 pages, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà. Ah oui, non mais c'est clair qu'elle est talentueuse, hein, Nothomb. Là, franchement, on peut ne pas adhérer à son style parce que oui, parce que c'est un ressenti et tout ça, mais on peut clairement pas dire qu'elle a pas de talent, quoi. C'est vraiment, hein, elle est unique en son genre. Là, pour le coup, c'est indéniable, c'est indéniable. Donc voilà pour celui-ci, Psychopompe, que je vous conseille uniquement si vous êtes déjà familiarisé avec l'autrice, évidemment. Ensuite, alors, wow, celui-là, comme ça a été une expérience de lecture aussi, Celle qu'on tue de Patricia Melo, qui se passe au Brésil. L'autrice est brésilienne. Où en fait, donc on suit... Alors putain, je vais pas me rappeler de son prénom. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas mis son prénom dans ma chronique, tout simplement parce que je ne l'ai plus retrouvé. Et j'avais la flemme d'aller chercher sur ma liseuse, parce que c'est un SP NetGalley celui-là. J'avais la flemme d'aller chercher sur ma liseuse le prénom de l'héroïne, parce qu'elle parle à la première personne, et en fait, on ne voit pas trop son prénom dedans. Et j'ai regardé, du coup, je suis allée regarder des critiques, etc., pour voir si quelqu'un disait son prénom, et personne ne dit son prénom. Mais elle a un prénom, hein, l'héroïne.
Donc je ne sais plus son prénom. Bref, en fait, c'est une... Je crois que ça finit par un A. Vous allez me dire au Brésil, c'est pas très étonnant. C'est une journaliste, c'est une avocate, pardon. Putain, décidément, je veux que tout le monde soit journaliste, moi. Hein, donc c'est une avocate qui va partir dans un des états du Brésil qui s'appelle l'Acre, qui se trouve en pleine forêt amazonienne, pour assister au procès. Alors elle y assiste, alors je ne sais plus pour quelle raison, mais elle ne fait pas partie de la plaidoirie ou tout ça, hein, pour assister au procès de 3 hommes qui sont accusés d'avoir torturé, violé et tué une jeune autochtone. Et quand je dis jeune, elle avait 14 ans. Donc ça va parler de la situation des autochtones au Brésil, parce qu'au Brésil aussi, il y a des populations autochtones. Mais évidemment surtout des féminicides, puisque en fait ce livre, donc on va suivre le procès et les conséquences du procès, etc. Donc extrêmement intéressant, un peu thriller judiciaire, hein. Et en parallèle, le récit va être entrecoupé de récits de féminicides qui ont vraiment eu lieu, en fait. Et alors là, tu tombes des nues, en fait. T'as des trucs du genre, tuer parce que elle voulait... Ah oui, tuer parce qu'elle voulait pas baisser le volume de la télé. Que des trucs comme ça. Je crois que le truc qui m'avait le plus choqué, mais vraiment choqué, enfin tous ils m'ont choqué, hein, évidemment, mais là, j'étais en mode waouh. Donc c'est un homme, je vous la raconte parce que voilà, c'est parmi tant d'autres, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. C'est un homme qui rentre chez lui, alors je crois qu'il doit rentrer de son boulot, je sais plus, bref, il rentre chez lui, son fils de 9 ans est en train de jouer aux jeux vidéo, alors qu'il lui a interdit de jouer aux jeux vidéo en son absence. Et donc il va voir le gosse et tout, donc déjà il l'engueule, il dit ouais, tu t'avais dit de pas jouer aux jeux vidéo, etc. Et il le prend par la main, il l'emmène dans la cuisine où sa femme, donc la mère du gosse, est en train de préparer le repas. Et là, il prend un flingue et il tire dans la tête de sa femme. Et il dit, donc sous les yeux de son fils, et il dit à son fils, voilà ce qui se passe quand on me désobéit. Enfin, voilà ce qui va t'arriver si tu continues de me désobéir. Voilà. Donc là, t'es là, d'accord. Donc en fait, là, c'est vraiment, la femme, c'est même pas genre, elle a fait quelque chose. Non, non, c'est vraiment juste... Mais vous vous rendez compte de l'horreur du truc, surtout pour le gamin, quoi. Ah là là, ça m'a... Pardon, hein, j'aurais dû dire... Excusez-moi, je suis en train de me dire que j'aurais dû mettre un trigger warning sur cette histoire, parce que c'est extrêmement choquant. Mais voilà, enfin bref. Et donc ça raconte que des histoires comme ça en parallèle du récit, en fait. C'est un peu entrecoupé, voilà, pour qu'on se rende compte à quel point c'est symptomatique, et c'est vraiment, enfin voilà. Et donc évidemment, alors il y a beaucoup de cas aussi où les femmes sont allées déposer plainte, etc., et que la police n'a absolument rien fait, voilà. Donc voilà, tout ça c'est au Brésil, hein. Tout ça c'est au Brésil. Non mais alors c'est juste, ouais, je précise que, enfin, à la limite vous pouvez passer ces chapitres là, hein, mais voilà, c'est des petits chapitres en fait, où elle raconte comme ça des féminicides, mais vraiment voilà, pour un peu bousculer les consciences. Mais l'histoire principale c'est pas ça, hein. Enfin c'est pas ça, si c'est en lien avec ça, mais l'histoire principale c'est donc bien évidemment ce procès. Alors j'ai adoré la façon dont il racontait les actes des 3 hommes, en fait. C'est horrible, hein, c'est horrible, hein. Quand je dis j'ai adoré, c'est la façon en fait dont c'est raconté, parce qu'en gros c'est en mode bon, alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais bon, voilà, ils l'ont fait monter dans leur voiture, mais c'est parce que machin, en fait, bon, ok, il a pris un couteau, mais il voulait juste lui faire peur, hein, c'est tout. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. Non, mais c'était juste pour lui faire peur. Non, mais en fait, c'était un accident. Non, mais en fait, ils n'ont pas voulu faire ça. Sauf qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont torturé, mais vraiment torturé. En fait, alors, ça va pas être décrit, mais on va nous dire, voilà, par exemple, là, il y a la photo de... qu'ils ont retrouvé dans son vagin, par exemple, bon voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc ils vont la torturer, la violer, et elle va finir par en mourir.
Mais à chaque fois, voilà, c'est vraiment le truc. Non, non, mais en fait, c'était juste un accident. Puis non, mais c'était pas, ils avaient pas l'intention de faire ça. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Et c'est tellement ça. Moi, ça m'a fait penser. Là, ce passage-là, il m'a fait penser à l'affaire Jonathan Daval. Vous savez. Euh, Non, mais en fait, donc quand il a avoué et tout ça, non, mais je suis trop malheureux, machin et tout, le mec, il a brûlé son corps et tout, mais à part ça, voilà, c'est genre, ah, c'était un accident, mais j'ai pas voulu la tuer en fait, c'était juste un accident, mais mec, t'as brûlé son corps après, enfin, je sais pas, voilà, c'est des trucs comme ça, quoi, arrêtez, arrêtez, c'est pas des accidents, c'était pareil pour l'affaire Bertrand Cantat d'ailleurs, c'est pas des accidents, clairement pas, quoi, c'est pas des accidents, c'est pas des faits divers. Bref, donc il y a ça, et puis il y a aussi. Euh, des passages aussi, pareil, c'est un peu entrecoupé aussi de passages. Alors, soit c'est des récits de féminicide, soit c'est des passages où en fait la narratrice prend de la drogue. Oui, bah oui, oui. Parce il y a une espèce de drogue là-bas dans cet état, je sais plus comment ça s'appelle, qui permet de faire un peu des tripes, quoi. Et en fait, pendant ces tripes, elle va rencontrer des femmes autochtones, échanger avec elles et elle va comprendre un peu la situation des femmes autochtones comme ça. Et donc il y a un petit côté un peu réalisme magique, voilà, là-dedans, mais qui apporte en même temps une autre dimension au roman, qui fait que, ben voilà, oui, on en apprend plus sur la situation des autochtones, on comprend un peu leur colère, voilà, comment elles sont traitées, etc. C'était très très intéressant. Et ça m'a fait un peu penser, voilà, ces passages-là m'ont fait penser un peu à Rose Madder de Stephen King, puisque dans Rose Madder aussi, il y a tout un pan où elle voyage dans un tableau, etc. Enfin, vous voyez ce à quoi je fais allusion, et donc et ça explique en même temps, c'est aussi une grosse métaphore des violences conjugales, du patriarcat, etc. Donc c'est très intéressant. Euh, alors, comment te dire que non? Et alors, quand tu vas voir le numéro 1, Stéphane, tu vas pleurer, je pense. Désolé. Désolé pour toi, mais je pense que tu vas pleurer. Enfin, façon de parler, hein. Mais tu vas te dégoûter. Et donc voilà. Et donc, bon, pour revenir à l'histoire principale, il y a quand même une histoire principale, puisque donc, suite à ce procès, donc, les 3 hommes ne vont pas être inquiétés du tout parce que ce sont déjà des hommes blancs et ce sont un peu des fils de notables, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, face à une autochtone, enfin, l'autochtone face à eux plutôt ne fait pas le poids, évidemment, hein. Tout le monde, personne n'en a rien à carrer de l'autochtone, voilà. Et il va y avoir tout un côté thriller sur justement ce qui va se passer autour de ça. En fait, voilà, j'en dis pas plus, mais c'était vraiment très très bien, voilà, l'histoire de la narratrice, l'histoire des gens qu'elle fréquente autour, même sa propre histoire à elle, il y a aussi son histoire à elle relationnelle, qui est très intéressante, et bon, et familiale aussi, et j'en dis pas plus parce que je pense que sinon j'en dévoilerai trop, mais alors... C'était génial. Franchement, c'était vraiment génial ce livre. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de thématiques, mais aussi de genres différents qui se côtoient dans ce livre, puisque donc on a la partie un peu thriller judiciaire, thriller tout court aussi, réalisme magique, fait réel. Enfin, il y a vraiment un peu de tout dans ce roman. C'est très roman aussi social. Politique un peu, enfin voilà, il y a vraiment, c'est trop bien quoi, c'est vraiment génial, je l'ai trouvé ultra original, je suis très très contente de l'avoir lu en SP. Je crois que si je l'avais pas eu en SP Net Galet, je l'aurais pas lu en vrai, parce que il m'intriguait, mais sans plus. J'étais là, bon ok, ça parle de féminicide, mais j'en ai tellement lu des trucs sur les féminicides qu'à un moment il faut vraiment faut vraiment qu'il y ait une originalité. Bah regardez, le Claire Berest, il parle aussi de féminicide, mais voilà, ça l'a pas fait du tout. Comme quoi, la thématique ne fait pas tout, hein. Faut vraiment que ce soit bien traité. Et là, c'était génial, parce que j'ai appris plein de choses. Et en plus, j'ai appris plein de choses aussi sur la loi au Brésil. C'était très intéressant. Et voilà. Bref. Et enfin, le dernier. Allez, tiens, c'est pour toi, Stéphane. Cadeau.
C'est cadeau, ne me remercie pas. Mon préféré des préférés. Ah là là, qu'est-ce que j'ai kiffé ce livre. Mais qu'est-ce qui plairait pas à Stéphane? Donc, surtout par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste de l'autrice Irénée, qui est une autrice d'origine hispanique. Ah, c'était trop bien, c'était trop bien. En fait, dans cet essai, Irénée nous explique. Alors, j'allais dire pourquoi la violence est nécessaire. Non. Elle nous dit pas que la violence est nécessaire. Elle nous dit... Enfin, si, elle nous dit que la violence... Ah, c'est compliqué. En gros, elle nous dit que la violence est explicable. Voilà. La violence des femmes en réaction à celle des hommes, je précise, hein, évidemment, pas la violence gratuite. La violence des femmes en réaction à celle des hommes est excusable, explicable, en fait. Et donc, elle va nous parler notamment de ces femmes qui ont tué leur mari violent, de ces femmes qui ont milité de façon assez violente, par exemple les suffragettes au Royaume-Uni qui posaient des bombes, etc. Donc pour dire aussi que ça ne date pas d'hier, hein, la violence militante, hein, ça a toujours été comme ça. Elle va nous expliquer pourquoi justement il n'y a que la violence qui fait bouger les choses, malheureusement, et elle dit bien que c'est très dommage d'en arriver là, hein, et que dans un monde idéal, évidemment, on devrait tous pouvoir juste manifester pacifiquement et hop, on obtient des droits, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Et aussi pourquoi, enfin voilà, elle nous explique aussi pourquoi la violence des femmes est toujours vu comme quelque chose, et même du côté féministe, hein, vu comme quelque chose de déplorable, et voilà, et que même dans l'inconscient collectif, les femmes ne doivent pas être violentes, en fait. Dans l'inconscient collectif, c'est les hommes qui sont violents, et en fait, c'est pas vrai. Elle nous dit bien que, ben non, c'est pas vrai, les femmes peuvent aussi être violentes, et c'est pas ni un mal ni un bien, finalement, c'est juste que malheureusement, des fois, on y est poussé, quoi, hein, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut se défendre, et parce que, ben oui, voilà, ben oui, si tu te fais agresser, oui, évidemment que c'est pas de ta faute si tu te défends pas, hein, bien évidemment, c'est pas de ta faute si tu te défends pas, t'es sidéré, etc., bien sûr. Mais n'empêche que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de se défendre, et de se défendre en faisant preuve de violence, parce que c'est pas en disant non, mais attends, c'est pas très bien ce que tu fais que ça va marcher, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, et vraiment, que des trucs comme ça. J'ai trouvé ça mais tellement génial. Et d'ailleurs, elle commence en parlant de peintres, de peintresses, très précisément, dont on a oublié les œuvres, mais notamment... Oh putain, je suis tellement nulle. Ce fameux tableau où... Ah putain, c'est qui? Bon, c'est pas grave. Où une femme présente un homme décapité sur un plateau, là. Bref, c'est un mythe super connu en plus. Je suis trop nulle, j'aurais dû réviser avant de faire ce live, j'aurais eu l'air moins con. Bref, voilà, donc elle parle de plusieurs femmes peintres, peintresses, comme ça, qui ont peint des œuvres de violence féminine. Et en fait, elle racontait que quand... Donc c'est des mythes où les femmes ont été violentes envers des hommes, mais de façon en plus logique, hein, parce que c'est genre parce qu'elles ont été violées, voilà. Et quand les hommes peignent ce même mythe, parce que les mythes ont été peints par plusieurs personnes, hein, souvent, mais quand les hommes le font, ils donnent toujours à la femme un air genre apeuré, ou enfin voilà. Jamais un air de confiance en elle, ou de brutalité, ou voilà, comme si il fallait toujours, même quand la femme tue, qu'il fallait toujours que ce soit une petite victime, voilà, enfin c'est vraiment... C'était extrêmement intéressant. Et oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, Stéphane, je suis d'accord. Mais c'est justement, ce débat est très intéressant. Mais moi, j'aime bien la citation qui dit... Est-ce que c'est Gandhi? Je ne sais plus. Qui dit que la première violence, en fait, c'est celle de l'État. Parce que c'est intéressant de dire, bah oui, alors super, il y a des émeutes et tout ça, on dénonce les violences, etc. Mais est-ce que la violence, à la base, c'est pas justement celle qu'on nous fait à nous, en fait, à nous citoyens? Et est-ce que, voilà, on n'a pas que cette façon-là de se défendre? Et en fait, c'est vrai que
Bah, je suis désolée, mais à chaque fois qu'on a obtenu des droits, c'était quasiment toujours mai 68, la Révolution française, etc. Alors attention, je ne dis pas que tout a été bien après, hein, évidemment. Mais n'empêche que ça a été des avancées et que, ben oui, ça a été fait dans la violence. Et les suffragettes en sont d'excellents exemples d'ailleurs. Hein, donc voilà. Mais bref, voilà, c'était intéressant. Et puis, ben oui, les femmes qui tuent leur mari violent aussi, ça c'était un sujet aussi ben, qui est assez tabou, hein, malheureusement, hein, mais qui était important de signaler aussi. Parce que, ben oui, quand la police n'agit pas pour toi, ben t'es obligé de te faire justice toi-même à un moment, quoi. C'est soit ça, soit c'est toi qui meurs. Alors comment on fait dans ces cas-là, quoi? Voilà. Ouais, mais c'est un débat, Stéphane. Mais moi, je trouve que les exemples qu'elle a donnés... Alors pareil, elle dit bien, elle dit toujours que c'est pas un truc enviable. C'est pas un truc enviable, que ben oui, évidemment que dans l'idéal, on ne devrait pas avoir recours à la violence. Évidemment que c'est pas bien d'apprendre à ses enfants que ben soient violents en retour. Évidemment que non. Mais malheureusement, c'est ce que la vie nous enseigne aussi. À un moment, tu es obligé de te défendre par la violence, quoi, parce que t'as pas le choix. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Et les droits qu'on obtient, c'est toujours avec de la violence. Toujours. Toujours, toujours. Ah oui, non, bien sûr que non, attention. Attention, le débat des armes, c'est autre chose. Non, parce que, en fait, pareil, tu te trompes de débat, là, Stéphane. Enfin, tu te trompes d'argument. Parce que là, c'est ce que je te dis, elle n'est pas en train de dire qu'il faut de la violence. Elle n'est pas en train de dire qu'il faut de la violence. Parce que si on disait, si le propos c'était « il faut être violent », donc oui, armons-nous, etc. Non, elle est en train de dire que, malheureusement, il y a des fois où on n'a pas le choix. Voilà. C'est vraiment le sujet du truc, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le choix. Donc ce qu'il faudrait, c'est au contraire, justement, faire l'inverse des États-Unis. C'est-à-dire, justement, désarmer tout le monde. Justement, que la violence ne nous soit pas enseignée. Parce que c'est ça. Justement, dans les prisons, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui vont en prison, mais ils apprennent pas à pas être violents. C'est tout l'inverse, en fait. Donc ils vont pas, ils sont punis, ils vont en prison, mais ils apprennent à être encore plus violents à l'intérieur. Donc quand ils ressortent, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est ça le truc. En fait, c'est ça le sujet, c'est plutôt ça. C'est plutôt que justement, il faudrait que la violence de base n'existe pas. Mais comme la violence existe, ben, on a d'autres choix que de se défendre par la violence. En gros, c'est ça. Ben, ou mettre le curseur peut-être au niveau de l'État, j'ai envie de dire. Voilà. Au niveau de l'État déjà, de base. ça serait un bon début. Voilà. Ça serait un bon début de ne pas opprimer le peuple. Je ne sais pas, hein. Je donne un... Alors oui, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais enfin bon... Donc on met le curseur au plus haut. Voilà. Déjà, pour commencer. Si on ne nous enseigne pas la violence, si on n'est pas violent avec nous, on ne nous enseigne pas la violence, quoi. Enfin, je sais pas, c'est logique. Bon, bref, enfin voilà. En tout cas, je vous invite à lire ce livre qui est vraiment tellement intéressant. Et ça y est, c'est ma nouvelle Bible. C'est un de mes nouveaux essais féministes de prédilection, voilà, celui-là, et moi les hommes je les déteste, je crois que... je pense que ils sont tellement les deux symptomatiques du féminisme d'aujourd'hui et du fait que ben on en a marre d'être des petites poupées fragiles, quoi, et on en a marre d'être toujours celles qui doivent sourire et subir, en fait. C'est ça le truc. On en a marre de juste sourire et subir et fermer nos gueules. À un moment, bah oui, ça pète. À un moment, voilà. Je pense que les deux livres, ils vont bien ensemble. Moi, les hommes, je les déteste, de Pauline Armange, et donc La terreur féministe d'Irénée, ils vont très bien ensemble pour expliquer le ras-le-bol des femmes d'une façon générale. Mais, ouais, mais bon... Ouais, mais on pense que la violence n'est pas inhérente à la nature des femmes, par exemple, et pourtant... Donc, bref, voilà. Sur ce, j'en ai fini avec ce bilan lecture. Bon, voilà, une bonne heure. Oui, bah écoutez, ça va. Ça va. Pour 13 livres, 1 heure, j'ai fait pire. Hein. J'ai fait pire. 1 heure ? Non, 2 heures.
J'ai commencé à... Ah non, 1h30, pardon, 1h30. Oui, j'ai commencé à 21h30. Bon, autant pour moi, 1h30. Donc oui, mais bon, pour 13 livres, je pense que c'est un peu logique. Je savais plus. Je sais plus quelle heure il est là. Ça y est, je suis perdue. Mais oui, bien sûr que la justice a évolué, heureusement. Mais elle évolue régulièrement. Mais c'est pas encore ça quand même. Hein. On n'est pas encore au top à ce niveau-là. Bref, sur ce, j'arrête avec YouTube déjà. Merci Viviane, merci d'avoir tenu. Moi, je suis en train de mourir de chaud en fait. Je vous dis ça comme ça. Donc merci YouTube. Prochaine vidéo, ce sera un littérétro. Allez, le retour de littérétro. Ça va être sympa. On va faire l'année 1999 parce que pourquoi pas, parce que qu'est-ce qui est sorti à l'aube de l'an 2000, ça peut être intéressant. Enfin, à l'aube. Enfin, vous voyez quoi. On va dire à l'aube de l'an 2000, mais plutôt au crépuscule du XXe siècle. Voilà, alors, on va dire ça comme ça, plutôt c'est mieux. Qu'est-ce qui est sorti au crépuscule du XXe siècle Donc voilà, c'est la dernière année de littérétro. Enfin, c'est pas le dernier littérétro, mais voilà, c'est la dernière année que je peux faire. Moi, je fais entre 1950 et 1999. Hein. Donc voilà, je savais pas quoi faire, je me rappelais plus ce que j'avais fait avant, comme j'étais pas chez moi, et je voulais commencer un peu à chercher des trucs, et du coup j'étais là, bon, 99, je suis sûre de pas l'avoir fait, au moins. Sur ce, voilà, ce sera la prochaine vidéo, parce que ce sera en live jeudi soir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube. Merci d'avoir été là. Je vous ai pas dit mes lectures actuelles, évidemment, lectures actuelles avant de partir. En livre audio, je suis en train d'écouter Jane Eyre. Voilà, classique que je n'avais toujours pas lu. Il était temps. Il était temps. Pour l'instant, j'en suis qu'au début. Ça a l'air pas mal du tout. Pour l'instant, je suis bien dedans. Et sur ma liseuse, je suis en train de lire Demain et demain et demain de Gabriel Zevin. Alors, ces fameux romans de la rentrée littéraire qui a fait un carton pas possible. Là, voilà, une grosse hype autour de ce roman. J'en suis aux 2/3. C'est pas mal du tout. Alors, c'est pas la claque. Pour l'instant, c'est pas la claque, mais c'est vraiment bien. Voilà, donc je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture. Sur ce, donc je vous dis à bientôt YouTube. Miaou.